fattore in quindi Toda experiência estas terras. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour Alain. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet entretien de la Fondation Jean Jaurès. Alors, tu as un long parcours politique derrière toi. Tu es aujourd'hui sénateur du Val d'Oise, on y reviendra. Tu n'es plus sénateur du Val d'Oise au sein du groupe socialiste, que tu as fait un choix en 2017, oui. 2016-2017, qui s'est caractérisé au moment de l'élection présidentielle. Mais tu as un très long, plus que compagnonnage, militantisme dans les différentes formations politiques qui, au fur et à mesure, sont arrivées à constituer le Parti socialiste. Et je voudrais qu'on commence par ça, avant d'en venir après à ton implantation dans Val d'Oise, qui demeure aujourd'hui ta seule implantation. Tu es resté fidèle et attaché à cette terre valdoisienne. Tu adhères au Parti socialiste unifié, au PSU, et tu y restes très longtemps, puisque tu y restes jusque le départ de Michel et de ses amis pour retrouver le parti, on va y revenir. Donc tu adhères au PSU en 62. En janvier 63. Janvier 63. Alors, est-ce que tu peux revenir avec nous sur pourquoi le PSU à ce moment-là, qu'est-ce qui t'y conduit et qu'est-ce qui fait que, contrairement à beaucoup quand même, tu y restes pendant 12 ans, ou presque 12 ans? Alors, j'ai été le premier de ma famille et de mon environnement proche à avoir un militantisme politique. J'accède à une certaine compréhension de l'espace politique et à une volonté de m'y engager sous deux influences. D'une part, mon amour pour l'histoire, mon appétit d'histoire politique et d'histoire des institutions, dès ma première adolescence, et le contexte politique de la guerre d'Algérie, face à laquelle j'éprouve un désir d'engagement plus lié à la politique intérieure française qu'au mouvement de décolonisation. C'est-à-dire que ce qui me conduit à m'engager ou à m'indigner, c'est, et je les comprends évidemment autrement quelques décennies plus tard, c'est les limites et les menaces sur les libertés personnelles, sur les libertés publiques qui correspondent à une période de pouvoir menacé, de pouvoir contesté, et de quelque chose qui est en dessous de la guerre civile, mais pas très loin. Après, une entrée en fonction du général fondée sur un coup d'État évité. Et donc c'est une période dans laquelle il y a des saisies de journaux, dans laquelle il y a des tribunaux d'exception, dans laquelle il y a des militants politiques qui travaillent sous pseudonyme, des interrogations sur, par exemple, sa capacité à être admis au concours de l'ENA, puisque dans les premières choses que j'apprends en jurisprudence administrative, c'est l'arrêt d'un étudiant qui s'est fait refuser au concours de l'ENA par suite de son militantisme politique. Donc, c'est cet état un peu corseté, voilà, et menaçant des libertés individuelles. De protestation, en tout cas de méfiance et de volonté de changement par rapport à un État que je ressens comme assez oppressif et en tout cas s'éloignant de la vision un peu idéalisée de la République libérale. Et je suis, par construction, je suis un peu un petit chose. Mes parents étaient des instituteurs avec une famille un peu nombreuse, donc j'étais dans un espace politique qui était à la fois irrigué culturellement, un espace personnel, je veux dire, irrigué culturellement et pas privilégié économiquement. Et donc je perçois l'environnement politique à gauche avec un parti communiste, donc on est en 61-62, qui s'est pas détaché du modèle stalinien et autoritaire, et une SFIO que beaucoup, moi je suis imprégné de ça par mes lectures, par mes fréquentations, qui est ressenti comme ayant trop compromis à la fois dans son exercice du pouvoir en 56 et dans son accompagnement de l'installation du général en 58.
Et donc une volonté de renouvellement et de transformation qui a contribué à la création du PSU, qui est lui-même la convergence de plusieurs l'UGS, du PSA. J'expliquais ça. Alors j'avais vraiment l'impression de faire de la, de la paléontologie à un jeune stagiaire qui était avec moi au Sénat et qui s'intéresse à cette époque-là, il y a quelques jours. Donc le PSU me paraît offrir une pépinière, quoi. Un endroit d'où peut sortir un mouvement de gauche à la fois réformiste, puisqu'on y trouve beaucoup de gens qui ont l'expérience des responsabilités et qui, au fond, se situent comme, non pas des révolutionnaires, mais des gens qui veulent conduire un changement démocratique, et suffisamment ouverts aux réflexions sur la transformation de la société. Et ce produit à ce moment-là, donc j'étais sympathisant, je militais dans des petits mouvements de défense des libertés comme lycéen, et se produit un congrès du PSU que je ne saurais plus maintenant décrire en détail, mais qui manifeste, alors que ça fait 2-3 ans que l'organisation est créée, et donc elle devrait arriver à une forme de stabilité, dans lequel se révèlent des contradictions de tendances assez fortes. Et je me rappelle qu'il y avait, comme les 7 nains, il y avait 7 tendances qui se comptaient à la sortie du congrès en question du PSU. Et j'ai adhéré, d'ailleurs, à la plus modérée d'entre elles. Donc je peux dire qu'à 17 ans, j'étais déjà social-démocrate, quoi. Et j'ai vécu dans ce mouvement, alors, comme étudiant, parce que je deviens étudiant l'été d'après, en 63. Après, et tu fais l'ENA après. Et je découvre à ce moment-là l'ambiance des étudiants du PSU. On est encore quelques survivants à s'en souvenir avec un certain attendrissement. C'était un endroit à la fois assez dynamique, même un peu mouvementé, mais où il y avait une amitié, une volonté de militantisme, et puis on avait des choses à raconter, quoi. On avait un projet sur l'évolution de la France qui est en pleine transformation économique et sociale à ce moment-là. Donc on accédait petit à petit aux instruments pour faire une analyse disons, progressiste de ces transformations et se situer par rapport au gaullisme. Voilà, 63, c'est une année quand même avec des éléments d'incertitude, quoi. Et donc je m'y trouve bien. Et il se trouve que je me trouve un peu aspiré vers les responsabilités modestes au sein de l'UNEF, puisque, à bien des égards, quand même, le PSU était disons, un bureau d'études qui faisait marcher une partie de l'UNEF, quoi. Et donc, les années de Sciences Po se passent comme ça. Et je passe l'ENA, parce que je voulais acquérir une certaine... D'abord, cette idée me plaisait. Ce que j'avais appris à Sciences Po à la fac de droit me confirmait que c'était un peu mon choix, alors qu'antérieurement j'avais pu penser plutôt à l'université et à la recherche en histoire. Et donc je m'y mets un peu sérieusement de manière à devenir aussi indépendant économiquement. Et je passe le concours de l'ENA donc en décembre 67, et je l'ai du premier coup, ce qui me conduit à partir au service militaire. Donc une éclipse quand même assez fermée pendant mai 68. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est ballot parce que j'aurais pu faire mai 68 au bureau national de l'UNEF et je le fais au camp de Kidan, quoi. C'était pas tout à fait la même chose. Pareil. Alors, dis-moi, attends, tu passes de 63 à ton service militaire et quoi, ton entrée dans l'ENA, ce qui t'amène à faire ton service militaire. Il y a juste un petit truc entre les deux, c'est l'élection présidentielle de 65. Oui. Comment toi, parce que alors j'étais, il faut pas réécrire l'histoire, quoi. Oui. 80 n'est pas dans 65, etc. J'étais donc dans les cadres inférieurs du PSU. J'ai participé au débat politique des instances, et je me souviens assez bien de la situation de vigilance, pour ne pas dire de méfiance, que nous avions vis-à-vis des autres partenaires installés de la gauche, lesquels nous le rendaient bien. Et j'ai le souvenir, parce que ça, je l'ai écouté à la radio chez mes parents, vers le milieu du mois de novembre 62, de la déclaration de Guy Mollet annonçant, pendant la législative de 62, consécutive au référendum sur l'élection présidentielle, voilà, et après donc une situation d'échec assez prononcée au premier tour de ces législatives, où la SFIO, qui s'est alliée à des centristes et à des conservateurs modérés, a échoué dans cette opération du cartel des noms.
et où, de façon, avec la rationalité qu'il avait, et le besoin de développer son argumentaire, Guy Mollet explique qu'il faut faire un accord avec le Parti communiste. Je suppose qu'il n'était pas en train de l'improviser à Europe 1 quand je l'ai entendu, mais qu'il y avait eu des contacts pris. Mais un mouvement se produit à ce moment-là qui, d'une certaine façon, répond à une aspiration de ce que représentera ensuite ce que représente dès ce moment-là le PSU, mais qui en même temps nous met dans une position de nain un peu, quoi. Oui, vous contraint en quelque sorte. Voilà, et de nain critique, parce que ce qu'on a à critiquer, pour ne pas dire reprocher, aussi bien au PC qu'à la SFIO, n'a pas disparu dans l'exercice. Et donc, la période 64, marquée aussi par la tentative de fer, qui refait, oui c'est ça, piloté par l'Express, c'est vrai, oui. Refait la tentative d'une coalition centre-gauche modérée, laquelle échoue sur la question de la laïcité scolaire. Donc on voit se déplacer les planètes en direction de la première élection présidentielle que beaucoup pensent acquise pour le général, mais enfin, c'est quand même une expérience que personne n'a faite et qui soulève des incertitudes et puis une attente quant à ce que sera le mouvement du corps électoral, comme on a été sidéré un peu par sa réaction au référendum de 58, quoi, et au référendum qui ont suivi. Donc, nous voyions bien que nous n'étions pas... On était en train de découvrir ce que c'était que les dynamiques d'une élection présidentielle. À l'époque, il y avait 37 millions d'électeurs, je crois. Donc, c'était un changement de dimension par rapport à tout ce qu'on avait connu. Et on voyait bien que le côté un peu germe du PSU le handicapait profondément. C'est-à-dire qu'on ne se voyait pas partir dans une campagne. Et donc, lorsque François Mitterrand engage son cheminement pour se retrouver avec le consentement patiemment travaillé de Valdez-Crochet et de Guy Mollet pour se retrouver le candidat, qui ne s'appelle pas candidat unique de la gauche, il me semble bien, il ne prend pas ce terme-là, en octobre 65, nous voyons bien que nous sommes coincés et que tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est un truc qu'on adore à gauche, qui est le soutien critique. Donc, on a pas mal donné au PSU dans cet exercice, quoi. Mais en même temps avec des aspirations que, même encore aujourd'hui, je ne considère pas comme dérisoires. Enfin, on avait, me semble-t-il, quelques messages et quelques... La critique était raisonnée. Voilà. Et on espérait un peu influencer le parcours. Et donc, c'est ce basculement avec les 32% du premier tour et 45% du second tour qui commence à installer... plus que ce n'était le cas auparavant, l'idée d'une bipolarisation. Et le mouvement ensuite vers la fédération de la gauche, qui récupère essentiellement les acquis électoraux locaux. Ça m'arrive d'évoquer, dans le contexte d'aujourd'hui, cette espèce d'inertie qui fait qu'un mouvement qui a pris une ampleur nationale et qui est devenu un soutien du pouvoir central reste marginal localement dans les élections locales. Et donc, il n'y a aucune actualité. Aussi bien 59 que 65 sont des élections très réussies pour une SFIO et des divers gauches, parce qu'elle avait déjà aussi ses soldats perdus, en même temps qu'avec des compromis avec le centre et la droite républicaine. Bon. Et donc ça continue jusqu'à 71, alors que les gaullistes sont en gros hégémoniques au niveau national. Et donc la préparation du rendez-vous suivant et au fond la première interrogation sur une cohabitation presque, en vue des élections de 67, est une nouvelle épreuve pour le PSU. Et moi, je ne suis pas encore en situation d'exercer une influence, mais enfin, par sympathie et par relatif modérantisme au sein du parti, je considère qu'il vaut mieux être pas trop loin de la fédération de la FGDS, de manière à commencer à réapparaître plutôt dans l'espace institutionnel, plutôt que de se compter de façon maussade dans notre coin, quoi. Et c'est ce qui se produit avec des accords électoraux minimaux négociés par la direction du PSU avec l'entourage de François Mitterrand. Et donc nous sommes
vaguement partie prenante de cette poussée à gauche, qui n'aboutit pas à une cohabitation, mais enfin avec une majorité microscopique. Ça se joue dans les dom-toms, si mes souvenirs sont bons. Dans l'outre-mer, dans le loyal outre-mer, ça se produira un certain nombre deux fois dans la suite, et donc un équilibre des forces politiques, et donc une influence ou un rapport avec le pouvoir qui est substantiellement changé. C'est-à-dire, au fond, même si nous n'étions pas, loin de là, satisfaits ni du rapport de force, ni du contenu de ce que représentait le rassemblement de la gauche, mais nous avions l'impression d'arriver dans une atmosphère, quand même, où le changement démocratique, progressiste, etc., était possible. Et c'est là que je me retrouve, moi, enfin, donc je n'avais pas de responsabilité particulière dans cette période-là, j'étais un petit cadre du PSU, je m'occupais pas mal de mes études aussi, se retrouve m'a sorti un peu du militantisme et de l'activité politique pendant pratiquement 2 ans, quoi, entre le moment où je passe le concours, le service militaire et puis le stage à l'ENA, où on a quand même peu d'occasion de s'exprimer politiquement, sinon pour donner des indications à son préfet, ça me fait une coupure de 2 ans. Et tu reviens juste au moment du congrès d'Épinay, pratiquement. Ouais. Alors, ceci dit, anecdotiquement, dans le contexte de 68, avant de comprendre ce qui s'était passé dans le courant du mois de juin et qui aboutit aux élections dans lesquelles... Alors c'est pareil, le mode de scrutin a des effets amplificateurs. Le résultat du premier tour des élections de 68 n'est pas un désastre. La gauche est toujours à peu près autour d'un petit 40%, mais l'effet d'entraînement au second tour fait que c'est un effondrement. Mais à ce moment-là, le PSU se dit... on est représentatif, on exprime une partie de ce qui vient de se déployer dans la société française, notamment du côté des mouvements syndicaux, les revendications sur l'emploi et sur la vie dans l'entreprise, et donc on va se présenter partout. Et je me rappelle qu'avec les moyens logistiques de l'époque, qui étaient quand même assez compliqués, depuis le camp de Coëtquidan, je transmettais des informations aux copains de la direction en disant qu'il vaudrait mieux se présenter dans la 3e que dans la 5e, dans la Saône-et-Loire, etc. Donc déjà, parce que c'est un point que je voulais aborder avec toi, abordons-le maintenant. J'étais déjà la risée de mes copains à Sciences Po. Voilà, déjà tu étais le spécialiste des questions électorales. C'est quelque chose qui t'a... que tu as commencé tôt et qui t'a marqué, qui te marque encore aujourd'hui. Voilà, c'est ça. D'où ça te vient d'ailleurs, cette passion pour... Une petite fascination pour la politique institutionnelle et pour l'élection, même si... Oui, mais de là à connaître les résultats dans tous les cantons de chaque élection. Je crois que c'est une maladie mentale. Enfin, je me suis retenu de m'intéresser au sujet, mais je crois qu'on considère comme une maladie mentale le fait de manier les chiffres avec beaucoup d'aisance, d'appétit et beaucoup d'attraction, quoi. Bon. Toujours est-il, donc, effectivement, j'accumulais des résultats sur des documents qui étaient en général assez mal classés, mais du coup, j'avais la mémoire un peu spongieuse. Et puis, j'arrivais à faire des petits tableaux comparatifs en disant, il me semble que c'est mieux en fonction de divers... parce que par ailleurs, je suis resté un consommateur de statistiques et de compréhension chiffrée de la réalité sociale, quoi. Donc c'est juste plus ton côté d'appétence pour l'histoire, donc c'est-à-dire l'histoire des territoires. Tout ça a des suites. Enfin, voilà, l'histoire a des précédents, en fait. Ouais, bien sûr. Il y a des phénomènes de fond qui... Alors je réapparais dans la vie des instances du PSU à ce moment-là, parce que je m'étais assez vite, depuis 65 ou 64, où je l'avais rencontré dans un stage de formation, je me souviens, je m'étais beaucoup attaché à la personnalité de Michel et à son côté à la fois réfléchi, aspiration scientifique et puis des chaleureux. Enfin bon, donc on voyait que c'était un leader qui attirait, qu'on avait envie de suivre. Donc j'étais assez fidèle derrière lui. Et donc il me demande, comme souvent d'ailleurs dans la vie politique, j'ai eu un strapontin dans un poste, dans une institution de direction nationale, je ne sais plus juste si j'avais un titre, mais je participais à des moments de la direction du PSU. Et donc je réapparais en début 70 dans un PSU quand même pas mal transformé, où d'autres héritiers de
mai 68 ont pris une place... ou les gauchistes, voilà, ce qu'on appelait les tendances un éventail maoïstes. sur lequel je suis un très mauvais témoin, parce que je ne m'y suis jamais beaucoup intéressé, et je les mettais un peu en paquet. Oui, tu reviens véritablement qu'une fois que finalement les tendances modérées, ou quasiment modérées, l'ont emporté au Congrès de 72. Exactement. Ouais. C'est là où tu reviens à la direction nationale du parti. Et donc, on voit bien que les choses sont en train de mûrir. Alors bon, il y a eu les suites de mai 68, de l'échec des législatives, de l'échec des présidentielles, et donc d'une période à nouveau de doute et d'incertitude sur la possibilité d'une résurgence de la gauche. Et puis arrive, et d'une part à nouveau des élections locales qui manifestent la solidité du socle, surtout le municipal de 71, et puis la préparation du congrès d'Épinay, où on comprend assez rapidement. Et puis, alors, moi, je n'y ai pas participé vraiment, mais j'ai perçu, notamment par Michel Rocard et par un certain nombre de copains de son équipe, la relative importance qu'avait eu le mouvement des clubs. Et c'est vrai, une fonction un peu de peut-être chercheuse, de contributeur à l'analyse et à des propositions de transformation souvent assez modérées. D'ailleurs, le mouvement des clubs était aussi plutôt dans l'aile, on dirait peut-être aujourd'hui social-libéral, en réalité, du mouvement du changement. Donc, le fait qu'une nouvelle attraction plus structurée que celle de la FGDS se crée autour d'Épinay, avec de nouveau le risque pour le PSU de dire notre capacité de concurrence ou d'influence est en train de s'infléchir. Et le mouvement, pour moi, décisif, c'est le législatif de 73, où on essaye de rejouer, en fait, un basculement, alors que la présidence est de l'autre côté, et où nous refaisons un test. Nous n'arrivons pas, parce que le PS, transformé à ses propres équilibres et ses propres aspirations collectives à satisfaire, donc n'est pas intéressé, en fait, à un accord électoral avec le PSU, c'est-à-dire qu'on vit notre vie et qu'on assume nos risques. Et donc nous nous retrouvons en situation de candidature, de témoignage en nombre assez important à ces législatives, et il me revenait de faire un peu le bilan, l'analyse de ce qui s'était passé aux législatives de 73 devant le Bureau national, et j'explique qu'il faut conclure que nous n'avons plus d'avenir électoral, et qu'il faut forcément se placer dans une restructuration. Donc je n'ai pas du tout la légitimité, ni même forcément la capacité de projection de dire voilà comment il faut s'y prendre au juste, mais j'ai en tout cas apporté, disons, de l'argumentaire un peu précis, chiffré, dire, statistique, pour dire c'est pas la peine de continuer comme ça pendant encore 15 ans, Et donc je pense que c'était un peu la conclusion partagée, et d'où en plus Michel avait été élu dans une partielle tout à fait singulière. Contre Maurice Couve de Murville. En 69, oui, parce que Maurice Couve de Murville, c'était l'époque où il fallait faire démissionner son suppléant quand on revenait. De temps en temps, on tombait sur un original qui disait « mais j'ai aucune raison de démissionner ». Et c'était un député gaulliste, sûrement une personne très respectable, je n'ai pas connu, qui était un ancien de la France libre, qui était un aviateur, Pierre Klosterman, qui était député d'un coin des Yvelines, qui trouvait que c'était pas très intéressant, qui dit, si vous voulez, je vous propose la circonscription. Et s'enclenche une partielle comme ça à la rentrée, alors que Michel avait été mis un peu en lumière par la présidentielle, où Marcel Debarge avait été délégué pour faire le candidat SFIO, parce que SFIO ne voulait pas faire de cadeau, il a fait 1%, je me rappelle. Et Michel fait un score, alors qu'il avait raté dans cette circonscription en 67 et en 68, mais c'était une sociologie qui pouvait ne pas être défavorable. C'était un secteur de cadre, mais plutôt jeune à l'époque. Et il arrive en position de challenger au deuxième tour, mais sans grande chance, et puis un petit mouvement d'abstention fait qu'il est élu. Et il m'est arrivé, pendant que j'étais à l'ENA, de lui servir, parce que l'institution de l'assistant parlementaire n'existait pas à l'époque, c'était vraiment l'artisanat pur. Et donc il m'est arrivé de lui fournir des dossiers, de lui préparer des trucs, et de me sentir un peu pas à l'aise, parce que des fois il montait à la tribune avec un papier que je lui avais préparé et qu'il n'avait pas lu. Donc je me disais, bon, j'espère que... donc ça a été ma première approche de la vie du Parlement.
Et donc, c'est à ce moment-là que le PSU, en tout cas ses dirigeants, avec donc cet aile contestataire, enfin, peu intéressé en fait par le combat institutionnel, qui le lestait quand même assez fortement chez les militants et dans la direction, se met en quête de trouver une stratégie de rapprochement et d'intégration à un ensemble plus vaste. Et c'est la mort de Pompidou, en fait, qui nous... Oui, l'élection présidentielle, et ensuite les assises du socialisme. La volonté de Mitterrand de faire un rassemblement et de gommer les contradictions internes à la gauche, en disant bon, on verra bien si on est élu. Le PC qui accepte déjà, par crainte de se compter, la candidature unique, et nous qui, avec toujours l'idée on va faire un soutien critique, mais cette fois-ci avec quand même plus de soutien que de critique, et Michel qui est intégré à l'équipe, puis le mouvement important de la CFDT, qui est une de nos lignes discontinues dans l'histoire du progressisme français de ce demi-siècle, et donc les 49%, et les assises du socialisme derrière, quoi. Quand vous quittez le Parti socialiste unifié... Et qu'on a sur une décision de direction que nous avons perdue. Oui, c'est ce que j'allais te rappeler. Conseil national d'Orléans. Vous perdez au Conseil national d'Orléans, vous êtes battu, et donc c'est une minorité qui part pour rejoindre le PS. Donc, alors, moi j'étais un peu maussade, j'étais un peu grognon, mais enfin... pour mon petit rôle, j'étais aussi responsable de ce relatif échec que les autres, parce que je disais, on arrive vraiment au PS, je pensais bien que c'était ça qu'il fallait faire, mais pas dans les meilleures conditions. Oui, on arrive un peu à poil quand même, quoi. Oui, pour parler un peu crûment. Exactement. Heureusement que vous aviez quelques alliés dans la place, déjà avec Gilles Martinet, par exemple, qui était un des anciens responsables du PSU, et puis les gens qu'il du avait club, quitté, et les gens du club, évidemment. Alors, tant qu'on en est là, je voudrais... Puis après, on viendra quand même sur ton investissement politique dans le Val d'Oise. Je voudrais qu'on y reste un peu, parce que c'est une singularité quand même de ce modèle du Parti socialiste dans les années 70-80. C'est l'implantation, la durée de l'implantation, parfois des parachutages, et ça existait et ça a fonctionné. Et c'est quelque chose qui n'existe plus beaucoup, et depuis plusieurs années. Mais puisqu'on en est au courant Rocard, parce que tu resteras fidèle à un Rocard tout au long de ton investissement politique, avec une petite incursion au congrès de 83, avec Jean-Pierre Worms, qui était un des grands rapporteurs des lois de décentralisation, et Marie-Noëlle Lienemann, qui... elle a continué, avec laquelle tu continues à siéger sur les bancs, que nous avons reçus ici, mais dont le parcours politique s'est éloigné du tien, et il y a plusieurs années de cela. Donc, comment fonctionnait le courant Rocard? Quels étaient... voilà, est-ce c'était une petite bande, une petite équipe? Est-ce qu'il y a eu des moments de grande structuration, ou est-ce que finalement... ça a fait partie de ces courants politiques qui ont toujours voulu se structurer sans jamais y parvenir, parce que finalement, ce qui suffisait, et ça ne dépendait que d'une tête, c'est-à-dire celle de Michel Rocard. Non, c'était quand même... on était tous ceux, disons, de l'espace central parisien et ceux des départements. On était tous vraiment des militants, des gens qui croyaient au combat politique, qui étaient fortement engagés. Quand tu lis justement les mémoires de Gérard Lineperle, tu vois bien ça. Et donc il y avait un réseau et puis une fraternité militante. Et on avait le sentiment, pour ceux qui avaient vécu, c'était notre cas à tous, la période du PSU avec ses vicissitudes, on avait l'impression d'être quand même... de partager une identité politique et des propositions, une vision de la transformation sociale. Donc on avait une cohésion. Et alors après, je ne suis pas forcément un bon juge de cette appréciation-là, mais enfin, on avait une organisation collective qui se défendait, on communiquait souvent, on avait des réunions en quelque sorte statutaires, et on était très conscient d'une gestion aussi pas trop malhabile, disons, de notre concurrence, en même temps sans agressivité, vis-à-vis de nos copains des autres sensibilités. Donc on s'est bien organisé,
enfin, on avait l'intention de le faire en tout cas comme un courant assez structuré. Bon. Et effectivement, je jouais un rôle, disons, un peu de conseiller ou un peu d'analyste dans cette fonction-là. Je le faisais avec plaisir parce que ça me paraissait, disons, se lier à un projet qui avait du sens. 83, tu décides de faire cette petite potion. Donc, et après, on va revenir sur ton investissement électoral. Alors, parce que, évidemment, tout est lié. Mais pourquoi en 83, ce qu'on a appelé les néo-rocardiens, d'ailleurs, il y a quelques sénateurs qui sont devenus... Qui sont investis territorialement, je pense, ton collègue Vincent Eblé, qui a été le mien pendant longtemps, qui naît en politique au PS grâce à ce mouvement des néo-rocardiens. C'est ça. En réalité, nous étions des anciens du PSU. L'identité, le noyau, le squelette de ce courant était ça, mais par définition, un mouvement politique, tous les sociologues peuvent raconter ça, c'est une lessiveuse permanente, il y a des gens qui rentrent, des gens qui sortent, et donc c'était une époque où il y avait un flux de nouveaux adhérents, de gens qui rentraient plus en politique de parti, alors qu'ils avaient eu souvent un autre militantisme. C'était une période, fertile, quoi, en activité militante. Et donc, au fur et à mesure, notamment du fait de nos leaders ou de nos animateurs locaux, des gens qui rentraient au PS, dans une période plutôt globalement conquérante, je veux dire, se disaient, on va se mettre avec les rocardiens, parce que c'était... on avait certains traits, disons, collectifs qui pouvaient attirer les gens. Et donc, nous avions une base militante ou sympathisante au sein du PS qui était assez riche et assez large. Et donc, moi, j'avais été solidaire, j'avais été, un participant sans interrogation de toute la démarche tactique des rocardiens au sein du PS à partir de 1975. Donc, entre autres, la bataille du congrès de Metz, les enjeux autour de la désignation à la présidentielle en novembre. J'étais dans tous ces trucs-là. Après 81, je faisais partie des gens qui avaient eu leur petit accès aux responsabilités au sein de la grande famille, sans qu'on puisse dire qu'on était particulièrement marginalisé ou déconsidéré. Bon. Donc je me sentais pas mal dans la maison et je voyais bien en même temps les divergences, alors qui étaient assez différentes des enjeux de confrontation politique que nous avions eus avant 81, mais les débats politiques se présentaient à partir de l'exercice du pouvoir, et notamment le débat actionné par Michel, avec aussi Robert Badinter, sur l'ampleur des nationalisations, sur leur méthode, des sujets de gouvernance, divergence politique, mais de divergence politique dans l'exercice du pouvoir central. Et donc, j'avais un doute en matière de vie interne du parti sur le côté peut-être un peu trop autoprotecteur qu'avaient eu d'autres amis au sein de la direction du courant autour de Michel, qui lui-même voyait une perspective politique et institutionnelle à long terme, mais qui n'était pas forcément un grand aficionado de la tactique interne on l'a souvent taxé de naïveté. Pourtant, Dieu sait que c'est quelqu'un qui disons que c'était plus un stratège qu'un tacticien, quoi. Voilà. Mais, donc, il y a une espèce de consensus, en tout cas de large majorité, qui s'est faite au sein du courant pour dire, surtout au congrès prochain, on s'efface, quoi, et on négocie notre contribution à la grande majorité de manière à préserver nos acquis, mais pas de débat de fond, en tout cas pas de confrontation, ce qui avait une forte légitimité, à vrai dire. En disant, on est au pouvoir, ça commence déjà à aller moins bien, on se heurtait à des contradictions et à des moments d'insuccès, et donc c'est pas le moment de présenter une alternative, en tout cas une différenciation. Et moi, sans idée très préconçue de à quoi ça allait mener, c'est vraiment un réflexe un peu identitaire, assez sommaire, qui était de dire, non, on a quand même des sujets sur lesquels il y a des alternatives, et c'était déjà sur une approche un peu moderniste et modérée. Je me rappelle, il y avait une mode à ce moment-là
qui s'était développée, qui s'était traduite par une prise de position d'Yves Montand, je me rappelle, qui consistait à dire oui, c'est la crise, mais la crise, c'est une opportunité, il faut s'en servir, il ne faut pas rester sur les modèles anciens d'organisation sociale et économique. Donc on essayait d'être porteur de ça, et simplement on est parti dans cette petite consultation militante, parce que les gens votaient vraiment dans les sections, avec un noyau d'organisation minimale, enfin très artisanale, avec des gens qui se manifestaient ou des gens de l'ancien courant Rocard qui disaient ah oui, je suis quand même plutôt d'accord avec toi, puis d'autres au contraire qui nous engueulaient en disant vous compliquez tout, moi j'ai un bon compromis dans ma fédération. Bon. Qu'est-ce que vous venez m'emmerder Voilà, et donc avec du coup une friction bon, qui est restée acceptable sur le plan humain, mais parce qu'évidemment les équipes mitterrandistes disaient bah oui, mais si vos jeunes copains là font un score qui affaiblit la grande majorité, on va vous le décompter, quoi. C'est sur vous. Vous ne pouvez pas jouer le beurre et l'argent du beurre, quoi. Voilà. Donc, et je me rappelle, à l'issue d'un conseil national ou un truc comme ça, pendant un conseil national, pendant une coupure, on était autour d'un buffet, et je ne sais pas pourquoi, Marie-Noël et moi étions dans un coin du buffet où il y avait surtout des légumes. Et Popren arrive et nous regarde et dit « En plus, ils sont végétariens ». C'est-à-dire qu'on avait un côté un peu agitateur créant des problèmes, quoi. Mais donc ça s'est traduit par ce score un peu limité, dans lequel François Mitterrand se moquait, ce n'était pas du tout son niveau, mais je pense Jospin, Lionel a joué un rôle de pondération par rapport à d'autres caïds du mouvement mitterrandiste. On dit bon, ils ont fait que 4, quelque chose, mais du fait des arrondis qui vient du vote effectif des militants et de la transformation en mandat, on doit réputer qu'ils ont fait 5%. Et donc, c'est ce qui nous a permis d'accéder à la représentation, une petite voilà. représentation dans les instances. Et d'exercer un peu notre petite originalité. Et je me rappelle d'ailleurs, quand j'avais présenté la motion au comité directeur avant le congrès, pour dire que c'était le cérémonial, j'avais expliqué qu'on voulait simplement exprimer une identité politique et une contribution à la réflexion collective du parti, et que, contre mon attente, j'avais été applaudi par pas mal de gens. Alors, il y avait le côté, ça nous arrange parce que ça embête les rocardiens, de la part de certains, puis d'autres qui disaient, bah, c'est les petits jeunes, ils sont courageux, pourquoi pas, quoi. Et donc, il y a eu cette épisode. Et après tout, c'est l'identité du Parti socialiste qui a accepté ce débat. Mais ça n'a duré qu'en fait l'espace d'un congrès. Oui, puisqu'après, en 85, parce qu'après, vous retournez, quoi, une partie d'entre eux. L'ensemble des requis se recompte. Ouais, donc, on pouvait dire, on a été les premiers. C'est ça. Du coup, a posteriori, vous avez acquis la légitimité. Alors, venons-en quand même un peu au Val d'Oise. Oui. Tu deviens maire en 77. Oui. Comment ça se passe, l'arrivée dans le Val d'Oise non pas. Alors, c'est justement la suite logique, mais comment ça se passe? Pourquoi le Val d'Oise? Assez intéressant, enfin, en tout cas significatif, de ce qui se passe au PS après l'échec réussi des présidentielles de 74, qui, c'était avant ta naissance, a été suivi d'un phénomène assez cocasse, puisqu'il y avait de nouveau, comme en 69, le gag des anciens ministres qui se retrouvaient en début de législature, parce que la législature c'est 73-78, sans siège, et qui font démissionner leurs suppléants. Et on a une batterie de partiels qui se réalise fin septembre ou début octobre, je ne sais plus, 74, ils sont tous battus. Alors, et des gens qui étaient sérieusement implantés. Et donc on se dit, bon, ben, là il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'a pas franchi les 50% à la présidentielle, mais il y a un substrat. Il y a vraiment un soubassement solide. Et là-dessus, congrès réussi en 75, la mise en place d'une alternative accompagnant, même si ce n'est pas encore bruyant, un affaiblissement de l'attractivité du PC. Donc, d'un côté, il y a un partenaire plus gros que l'autre dans une alliance de gauche. Et ça joue un rôle important de réassurance, comme on le verra en 78. Et le PS donc, se renforce à ce moment-là, se crée des racines, les équipes militantes se renouvellent. C'est d'ailleurs souvent la fin des anciennes sections tenues par des notables SFIO, avec parfois des bagarres, des situations, parce que en 71, une bonne partie du réseau
municipal de la SFIO se prolonge. En 62, oui, bien sûr, avec des alliances centristes. Avec des alliances centristes. Pas du tout dans l'alliance d'union de la gauche. Voilà. Et c'est au municipal de 77, voilà, justement, où la ligne... Ça se sent dans la vie des sections, alors que les gens n'étaient pas forcément déjà avec un plan de carrière, en disant je vais me présenter à telle date, etc. Mais c'était une dynamique assez naturelle, et dans laquelle on avait notre rôle, parce qu'au fond, on fait partie des nouvelles générations, où il y a du renouvellement, parfois du nettoyage, dans les anciennes sections SFIO, avec d'ailleurs des gens qui partent à ce moment-là vers l'UDF, une série de barons SFIO, quand j'y repense maintenant, qui étaient des gens respectables, et qui avaient simplement la fibre, d'abord qui avaient des positions acquises, et ensuite une fibre anticommuniste héritée de... Et qui vont créer le PSD, le Parti social-démocrate. Voilà, en fait, dans l'UDF, quoi. Oui, bien sûr. Notamment dans l'ex-banlieue ceinture rouge, bien sûr. Au sud de Paris. Et donc, le PS se transforme et devient une force assez offensive, et arrive là-dessus les cantonales, une série de cantonales, la moitié, mais ce qui était plus que la moitié, parce que, pour des raisons démographiques raisonnables, la majorité de l'époque avait fait un redécoupage cantonal, donc en fait, il y avait beaucoup de nouveaux cantons dans les zones urbaines en développement. Donc, et qui étaient évidemment des espèces de... d'éprouvettes, quoi. Et on gagne, enfin le PS gagne, mais le PC aussi d'ailleurs, mais avec une proportion déjà changée, un nombre tout à fait impressionnant de cantons. Il y a dès ce moment-là d'ailleurs des conseils généraux qui basculent. Et donc dans la préparation des municipales, on voyait bien qu'il y avait là aussi une relève de génération, c'est-à-dire beaucoup de gens qui étaient encore au pouvoir dans les municipalités, les anciens de la Résistance ou de la Libération. Et donc, pour le PS, c'était un enjeu d'offensive très important. Puis, on y mettait, d'ailleurs, là aussi, les gens, disons, de tendance rocardienne, on était plutôt contents de ça, parce que, à travers le projet pour les municipales, on parlait de rénovation de la gauche, de nouvelles pratiques, citoyens. Voilà, c'était un moment... Autogestion communale. Plutôt privilégié pour une gauche novatrice, quoi. Et donc... Les rocardiens se disent, enfin, moi je plaidais au sein du groupe, en disant, c'est une opportunité pour nous de rééquilibrer un peu les choses et de commencer à avoir une partie de nos cadres départementaux dans les régions qui trouvent des implantations. Et je fais, pendant l'été 76, je me rappelle, j'avais farfouillé, alors tout ça se faisait à la main quand même, les résultats commune par commune des nombreuses cantonales qui avaient marqué un changement de décor en Île-de-France. Et donc, j'ai fait la tournée des 7 départements d'Île-de-France où je rencontrais les copains Rocky pour leur dire faites attention, il y a une commune là, comment se présente la section, etc. Et donc, j'ai vu il y a des souvenirs qui s'estompent maintenant, mais il y a des gens dont j'ai fait la connaissance à ce moment-là et à qui j'ai dit, mais tu devrais regarder la ville de, je sais pas quoi, Longjumeau ou d'Éclès-sous-Bois, parce que le PS vient de faire un bon résultat. Le gars qui a gagné, il est candidat dans l'autre commune du canton, donc pourquoi pas tenter votre chance. Bon. Et je vois les copains du Val d'Oise, que j'avais déjà côtoyés pour plusieurs dans les réunions du courant, pendant ce mois de septembre ou d'octobre, je ne sais plus. Et puis, j'y pense plus. Et à vrai dire, j'étais au Conseil d'État à ce moment-là, donc je ne vais pas à me plaindre de mon statut social et de mes activités, mais ce qui me faisait saliver éventuellement, c'est plus le Parlement, en fait, qu'un mandat municipal. Et les copains du Val d'Oise me rappellent, quelque part en octobre ou peut-être début novembre 1976, en disant que on cherche quelqu'un pour Saint-Ouen-l'Aumône, qui était une commune qui n'avait pas voté en 1967, donc on n'avait pas trempé le thermomètre, mais enfin il suffisait de voir les autres pour se dire c'est pareil, c'est une commune dans laquelle, alors que c'est une commune en 1973 où le PC est encore 10 points devant le PS, quoi. Mais on disait que tout ça avait changé. Et donc et d'ailleurs, des copains m'ont sollicité aussi pour d'autres trucs en province, je ne saurais plus dire lesquels maintenant. Enfin, on a été nombreux dans cette génération, celui qui avait 30-35 ans à l'époque, à se dire il va y avoir une municipale où il y a des chances à tel ou tel endroit. C'est comme ça, par exemple, que Bélanger était parti à Vichy. C'est à ce moment-là que Jean-Louis va découvrir les Alpes de Haute-Provence. Il y a eu une série comme ça d'aller simple, quoi.
Et donc l'idée de Saint-Ouen-l'Aumône me fait réfléchir. Je demande ce qu'il en était au point de vue section. Réponse, il n'y en a pas. Il y a 5 personnes qui sont à la section de Pontoise. J'avais les Lecuir, qui ont vraiment été des amis extraordinaires dans cette opération-là, qui avait été élue à la cantonale sur la ville de Pontoise quelques mois auparavant, mais qui connaissait plein de monde à Saint-Ouen. Et j'arrive les mains dans les poches en disant pourquoi pas essayer, quoi, pour faire une tentative sur une campagne. Et j'arrive, je me fais héberger chez un copain adhérent de la ville, et j'essaye de constituer un noyau pour faire une liste en concurrence avec le PC. Parce que le PC avait un militant plus solide. Et la fédération qui était dirigée, c'était une bonne équipe pluricourant, mais qui était dirigée par un ponte de la CFDT, qui était l'ancien secrétaire général d'une des fédérations, je crois que c'est la fédération du bâtiment. Il s'appelait Jean Maire. Nous encourage, enfin cette liste-là, comme un certain nombre d'autres. Il y a eu beaucoup de... Parce que c'était des villes aussi qui étaient en forte croissance. Ouais, bien sûr. Le moment de développement des banlieues. Important, enfin, comme tu connais bien dans le 77, pareil. Et on arrive à monter une liste, on fait une campagne très artisanale. Je pense qu'on aurait gagné de toute façon, mais on fait un total gauche au premier tour de 57%, parce que le centre de Saint-Ouen a fait l'objet qui était un ancien bourg rural, fait l'objet d'une rénovation telle qu'on la concevait à l'époque, c'est-à-dire à coup de bulldozer. Parce que c'est vrai, j'ai le souvenir pendant mon stage, parce que j'avais fait mon stage dans le Val d'Oise. Le patron de la SEM du département à l'époque m'avait fait visiter Saint-Ouen comme un futur projet de rénovation urbaine. Et c'est vrai, enfin, dans l'image rétinienne que j'en conserve, que ça faisait taudis, quoi. Et donc, dans les considérations à la fois d'urgence, de besoin de logement, de fonctionnalité des villes, et puis l'ingénierie de l'époque, on disait, bon, écoutez, plus simple, on rase, on construit. On rase et on construit. C'était pas vraiment de la réhabilitation. Non. Enfin, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, je sais pas où on aurait produit les logements, quoi. Mais ils ont eu les malheurs, c'était d'ailleurs les ingénieurs de l'État qui faisaient tout ça, parce que Saint-Ouen, c'était une équipe vraiment d'amateurs, de braves gens, mais le service technique, c'était juste des gens qui savaient poser les tuyaux, quoi. Et ils se sont trompés sur l'analyse des sols et sur les flux, parce qu'en fait, le quartier en question était sur la limite entre le plateau et le bord de l'Oise, donc c'est l'endroit où sortent les sources. Donc il y avait un mauvais sol et il y avait de la flotte. Et donc on a gardé longtemps, dans un coin de la mairie, de façon ironique, un peu vache, la maquette qui avait été présentée au public à ce moment-là, qui était des immeubles plutôt rassurants au bord de rue, et ça s'est transformé en tour de 17 étages. Donc ça a traumatisé une partie du public, et c'était encore tout frais au moment de ces municipales. Donc je pense que les successeurs du vieux monsieur qui était maire à ce moment-là ont souffert de ça. Il y a eu une incompréhension dans le public en disant on n'est pas venu de Saint-Ouen-l'Aumône, ou on n'est pas de Saint-Ouen-l'Aumône pour voir des tours comme ça. Et donc ça a facilité le basculement, mais après un épisode, ça fait sourire maintenant, comme il y en a eu, mais des dizaines entre les deux tours des municipales, parce que le PC disait mais on n'est pas sûr que vous soyez de gauche, et puis nous on travaille depuis longtemps, donc on veut bien faire une liste d'union, mais derrière nous, alors qu'on avait fait 25 contre 32, tu vois. Et donc c'est un ancien, je crois qu'il est décédé maintenant, mais un ancien dirigeant de la fédération qui était un peu préniste, qui est venu comme médiateur, voilà, comme comment dire, partenaire paternel pour nous aider dans la négo, et il était lui-même d'ailleurs dans une liste d'union avec le PC à Argenteuil, et qui nous a sorti l'affaire parce qu'on risquait de se disputer bêtement avec le PC, de simplement rater l'élection. Et je me suis retrouvé maire comme ça. Et donc il a fallu que je m'organise un peu, que je commence à habiter dans cette commune. Et j'y ai trouvé du plaisir. Et donc du coup, ça a été le mandat probablement dans lequel j'ai le plus investi humainement et affectivement. Oui, paradoxalement, tu disais tout à l'heure, on va y revenir, que tu étais plus attiré par la fonction parlementaire. Ouais. Et au final, celle que tu as eue en 77 et que tu as exercée sans discontinuer ou presque, avec quelques années d'interruption de maire de Saint-Ouen-l'Aumône, c'est jusqu'en 2017. Exactement. Donc ça veut dire
quand même un paquet d'années de mandat pour quelqu'un qui était plus attiré par d'autres fonctions. Oui, ça a été pour moi une transformation. Voilà, ça, et puis c'est quelque chose qui touche un peu à l'affect, parce que du coup tu crées des liens, ton équipe municipale, et puis le lien avec la population, ce que les gens attendent d'une commune dans ce contexte social et urbain, bon, des tas de choses à faire, et en plus, indépendamment de mes immenses talents, on était très avantagés par le fait que c'était une commune qui avait de l'espace, une commune qui est étendue géographiquement, et qui n'était pas dépourvue de moyens financiers, parce qu'il y avait déjà à l'époque une base industrielle, et puis elle s'est beaucoup développée depuis. Et en plus, ça facilite les choses. Exactement, et avec l'agrément, enfin la stimulation intellectuelle d'être dans un mouvement de ville nouvelle. Oui, puisque c'est une des villes de la commune nouvelle de Cergy, quoi, de ce qui est devenu l'agglo ensuite de Cergy. Tu es élu maire en 77. Et chose qui ne peut plus exister aujourd'hui, un an plus tard, tu vas cumuler. Voilà. Tu vas être élu député. Donc là, c'est le Saint Graal hein, pour toi. Tu es élu député en 78. Donc ce moment un peu particulier, 78, on ne reviendra pas dessus, mais où rupture de l'union de la gauche, élection concurrentielle entre le PS et le PC, mais le PS pour la première fois devance le PC aux législatives, donc c'était extrêmement important. Et le total fait 50% des voix. Et bien sûr, et que le total fait 50% des voix. Donc confirmation de 74, mais avec une inversion du leadership vu là dans les urnes. Voilà, ça se voit, donc ça ouvre évidemment tous les espoirs pour 3 ans plus tard. Donc en 78, tu deviens parlementaire, plus exactement député. Tu vas rester député d'ailleurs jusqu'en 1997. Tu es battu en 93 et tu es élu sénateur en 95. Voilà. Je voudrais te poser une question, moi, parce que comme tu as été député, ministre, 2002... 97-2002 à la Défense. Si on a le temps, je te poserai une petite question là-dessus. Et sénateur par la suite, avec des moments d'interruption. Mais voilà, donc tu as fait en quelque sorte ces trois, à la fois dans l'exécutif et dans les deux chambres. Et il y a quelque chose, moi, qui me frappe beaucoup, c'est quand même l'évolution des pouvoirs des parlementaires entre 1981 et aujourd'hui. Quand on regarde un peu, il y a un certain nombre de pouvoirs octroyés aux parlementaires qui n'existaient pas en 1981. D'autres n'existent toujours pas d'ailleurs, mais un certain nombre existent et qui n'existaient pas. Et pour autant, on a toujours ce discours de quelques majorités politiques que l'on appartienne d'ailleurs, ce discours sur l'affaissement du Parlement, nous sommes brimés, nous etc. n'avons aucun Voilà. pouvoir. Et donc, toi qui as été député, sénateur, ministre, et qui a du recul, à la commission des lois, etc. Bref, législateur reconnu. Comment tu vis ça? Comment tu analyses ça, j'allais dire, cette insatisfaction continuelle des parlementaires? Alors, c'est un lourd sujet, hein, mais donc on ne peut pas l'aborder évidemment. Mais je suis très critique vis-à-vis de cette attitude de réclamation permanente, d'insatisfaction bruyante, parce que en plus, si tu prends le train ou l'avion et que tu vas voir à Westminster, tu vas voir au Bundestag, tu vas voir au Cortés, etc., naturellement tout le monde pourrait dire la même chose, mais en comparaison, je trouve vraiment que c'est très décalé, c'est très complaisant de dire que le Parlement français manque de moyens, manque de responsabilité institutionnelle. Ce qui est vrai, c'est que, et j'en rends grâce à Debré, capacité de conception institutionnelle qui s'est révélée très au-dessus de la norme. La conception des liens, de ce que la Constitution appelle les relations entre le Parlement et le gouvernement est, me semble-t-il, solide et surmonte la dispersion spontanée des formations politiques, des groupes parlementaires liés à la diversité politique du pays, quoi. On est loin, et je ne regrette en rien, d'un système s'approchant du bipartisme comme l'utilise encore le Royaume-Uni avec des éclipses, et comme l'a pratiqué pendant une quarantaine d'années l'Allemagne fédérale. On a toujours eu, nous, une dispersion de partis plus importante et des problèmes de fédération, d'alliance et autres. Donc il fallait bien, surtout dans le contexte de 58, mais ça reste vrai,
un système qui oblige à avoir une stabilité de l'exécutif. Et ce système, pour moi, fonctionne et donne au Parlement la possibilité de rendre, de faire rendre gorge au gouvernement s'il y a vraiment une rupture politique et s'il y a une majorité alternative qui se crée. Il n'y a pas besoin d'inventer autre chose. Et il y a eu des dépôts de motions de censure qui ont été parfois à la bordure, hein, notamment dans la législature 88-93. Oui, plusieurs fois, Rocard que nous avons vécu parfois. Voilà, le vent du boulet passait pas loin. Quoi. Un peu de fièvre. Et le talent et l'humour permanent de Guy Carcassonne pour arriver à mettre l'huile là où il fallait. Donc ce système, pour moi, il est satisfaisant et il réserve beaucoup de marge d'initiative et de travail au Parlement. Et moi, j'ai une approche un peu critique, il faut bien dire, de la capacité collective et institutionnelle interne des parlementaires à exploiter utilement leurs prérogatives constitutionnelles. Je pense que la dimension protestataire ou d'accompagnement des mécontentements et on dirait aujourd'hui de surf sur tous les mouvements d'opinion qui viennent entraver la vie de l'exécutif est une démarche permanente qui évidemment se comprend dans les oppositions, mais face à laquelle les majorités successives n'ont pas forcément employé toute leur marge de travail constructif, de travail d'intermédiation. Donc je pense que sûrement des historiens écriront, ont déjà écrit sans que je le sache, sur ce sujet, mais il y a eu quelque chose de la performance médiocre des parlements français depuis de la Ve République à jouer pleinement un rôle d'institution de représentation collective et de production de normes, trouvant son dialogue équilibré avec l'exécutif. On a laissé le terrain à l'exécutif, en quelque sorte. Et c'était une pratique d'auto-désarmement. Absolument. Et d'ailleurs, ce qui serait intéressant, et ça je sais qu'il y a des ouvrages qui ont été faits là-dessus, c'est les exceptions. C'est-à-dire que tu as des moments dans l'histoire parlementaire française où il y a des commissions qui se mettent à faire un travail d'analyse de fond sur un sujet, de lancement de propositions. Tu as des débats majeurs qui se développent de façon constructive. Moi, j'ai un souvenir attendri, en tout cas très, très heureux, du débat sur la création de la contribution sociale généralisée avec un président de la République qui regarde ça de façon narquoise, enfin qui sait que c'est quand même une bonne réforme, qui n'a pas été du tout négatif sur ce truc. Mais un ministre de l'économie qui était contre, qui est un ancien syndicaliste du secteur public et qui dit mais c'est une dépossession des salariés. Moi je me rappelle des dialogues avec Pierre Bérégovoy, qui était, pour qui j'avais un profond respect, mais qui était vraiment négatif sur la perspective que ça ouvrait. Qui était divinatoire d'une certaine façon, et puis Michel Charasse qui lui aussi avait quand même les réticences plutôt de son administration, donc ça a été musclé, mais je pense qu'on a fait un travail législatif sérieux. Carcasse et plusieurs d'entre nous, on avait un peu les miquettes sur ce qui allait se passer au Conseil constitutionnel, qui nous a sauvé la mise en rattachant ça en fait à une contribution, parce que la Constitution ne fait pas de nuance. Il y a les contributions de toute nature et c'est de toute façon du fiscal. Mais il nous a trouvé un rattachement dont il y avait la base dans la loi pour dire oui, mais ça a une destination sociale. Et puisque ça s'applique à tous les revenus, c'est équitable, donc c'est pas contraire au principe constitutionnel. Mais tu vois, il y a des moments où on a le sentiment que le Parlement a, soit en accompagnement du gouvernement, soit en prenant même parfois en devançant, voilà, avec des créatifs, quoi. Bien sûr. Mais ça n'est pas le souvent. Et je me souviens une petite manifestation d'incompréhension ou je voulais faire un peu le nain prof en disant mais vous n'avez pas tout lu
quand il y a eu la réforme constitutionnelle qui doit dater de 91 ou début 92, qui donnait, qui inscrivait dans la Constitution la participation du Parlement à l'élaboration de la législation européenne, et où, moi, ça me dérangeait que dans la Constitution, on donne un pouvoir consultatif à des unités parlementaires. Je disais, mais de toute façon, si vous prenez la loi organique et la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui, tout ce qu'il y a à dire sur la préparation d'une directive européenne, et dedans. On peut le faire demain matin. Et parfois, par exception, on l'a fait, mais c'est parce qu'on ne fait pas notre travail, quoi. Je n'ai pas été beaucoup suivi. Mais c'est une petite illustration du fait qu'il y a, me semble-t-il, sur la longue durée, une sous-utilisation en positif et en création de politiques publiques du Parlement, quoi. On arrête là, je vois le temps qui passe. C'est la raison pour laquelle je me suis toujours retrouvé avec plaisir, en disant il y a toujours du boulot à faire, quoi. Et il y a toujours du boulot à faire. Voilà. Mais qui n'est pas forcément très visible, etc. Qui en je n'aurais pas été de cet avis il y a 25 ou 30 ans, mais quand est revenu sur la table, dans un précédent échec de réforme constitutionnelle d'Emmanuel Macron, l'idée de réduire les effectifs parlementaires, de l'ordre d'un tiers des parlementaires, je suis venu, en ne me dissimulant pas les énormes problèmes de transition que ça ferait, mais je suis venu à être plutôt favorable à ça, parce que je me disais que l'effet de nombre et la difficulté pour chaque individu d'exister, de se faire voir, quoi, d'être identifiable, contribuait à une agitation et à une succession d'initiatives, souvent cherchant le spectacle, qui ne contribuaient pas non plus à la grandeur du Parlement. Merci Alain. Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir.